Chers amis de TV Liberté, bonjour. Souvenez-vous, Guillaume Apollinaire, les souvenirs sont corps de chasse. Nous sommes justement au Chamblac, dans la maison du souvenir, celle de Jean de La Varande, ce grand écrivain normand du début du XXe siècle. Souvenez-vous aussi un autre grand poète, Gérard de Nerval, et son poème « Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air languissant et funèbre qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs avec une rivière baignant ses pieds qui coulent entre des fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vu et dont je me souviens. Nous sommes à l'été 1890. Un drame est arrivé dans la famille des La Varande. Le père est mort. Le petit garçon, Jean, n'a que 3 ans. Et sa mère va quitter ce domaine, trop lourd pour elle seule, et elle retourne dans sa famille, qui est la famille de l'amiral Camille Floriot de Langle. Ainsi, cette belle demeure d'un rose entre le pourpre du coquelicot, le feu de l'œillet d'Inde et le charme et la chair des centaurés, elle emporte aussi les grands tableaux de famille sur la charrette de déménagement. Un portrait notamment de Monseigneur Laval de Montmorency, grand bienfaiteur du Québec, et un grand marin, capitaine de Malte, le commandeur de Galard. Notre Jean de La Varande a dû se dire « j'irai revoir ma Normandie ». Il est désespéré de partir et voilà ce qu'il dit « Je dois tout au mal du pays, j'ai été griffé, attaqué, mordu, propulsé par la nostalgie. La nostalgie a tout fait ». Il sera donc élevé en Bretagne, à Nantes et à Effendic, près de Rennes, par son grand-père, l'amiral Floriot de Langle. Je lui dois tout, tant de belles histoires de marins et cette bizarre vocation de fabriquer avec acharnement des navires. De mes modèles, j'étais l'équipage et lui, sur l'étang, il hurlait des ordres qui faisaient bondir les troupeaux et trembler les bergères. Homme de la Restauration, l'amiral côtoie les émigrés qui vivent encore dans l'anxiété des années révolutionnaires. Pas d'idéal républicain chez notre écrivain Jean de La Varande qui s'écrira la République, ce mot qui lui représentait le désordre, les appétits déchaînés, un méli-mélo de folie, de gabegie et de petites gens sales se prélassant dans les fauteuils dorés, écrit-il dans Pays d'Ouche. Cette famille Floriot de Langle est une famille très connue et Colette écrira un petit poème à leur sujet parce qu'ils seront reçus, elle sera reçue à Neuilly par Laure de La Varande. Ce sont des cadets de Bretagne et du vieux nom de Floriot, ayant comme Jean de Montagne l'œil clair et la moustache au croc. On les voit partout, où l'on gagne les coups plus forts, l'honneur plus haut. Ce sont les cadets de Bretagne et du vieux nom de Floriot. Autoportrait. J'aimerais assez la finesse et je chéris surtout le caractère. J'ai beaucoup aimé les femmes. Je crois en Dieu, au diable. J'aime la monarchie, mais pas beaucoup les monarques. Je crois à la poésie,
J'aime les mots plus que tout, les grands, les gros, les petits. J'ai aimé la vie. Je tâche à commencer d'aimer la mort. Être généreux, puissant pour venir en aide, décidé pour agir vite et bien, indifférent, un peu pour ne point garder rancune, courageux pour mourir et faire croire aux gens que c'est facile de mourir. Savoir mourir, le plus aristocratique des savoir-vivre. Cette Normandie, Lavarande l'a aimée plus que tout. Il dit « La Normandie fut pour moi une personne, beaucoup plus qu'une fraternité. Je la vois féminine. La Normandie est toujours elle-même. Le moindre hameau est une tendre merveille de couleurs et de sentiments. La pluie, aucun problème. La Normandie en pleurs prépare la Normandie en fleurs. De plus, cette pluie embellit tout. Je vous écris par une belle pluie normande, de ces averses matinales qui sont lentes et sûres et réunissent fraîchement, aromatiquement, le ciel à la vaste terre. Une pluie d'argent, une pluie de soie. Je pense avec tristesse à ces pauvres bougres qui se traînent haletants et mouillés de sueur sous l'implacable aridité solaire, là-bas, dans je ne sais quel midi hâve. Nous, ici, tout est verni et diamanté de pluie tiède. Jean de Lavarande reviendra au Champ-Blac après ses études aux Beaux-Arts. Il reviendra seul, puis avec son épouse Jeanne Latham, ses 2 enfants et leur fils Éric. Nous sommes après la guerre de 14, que Jean de Lavarande a fait dans les corps sanitaires. Ne faisant que de très courts voyages, il se consacre aux travaux de sa maison et à son œuvre immense, une centaine de livres. Ce travail d'écriture pour Jean de Lavarande est un travail titanesque. L'écrivain, pour moi, c'est celui qui joue sa tête, même pour une seule page, qui ne sait pas le temps qu'il y passera, le phosphore qu'il y brûlera. Nous devons écrire comme si nous utilisions une feuille d'or. L'écrivain veut communiquer à tout prix, communiquer le plus pur de soi, avec le minimum de mots. Le reste devrait être silence. La suprême qualité d'un écrivain, celle sans quoi il reste un plumitif, c'est la ferveur des mots, de leurs accords, de leur enchâssement dans le rythme. Le reste est silence, silence infamement violé. Et enfin, la création littéraire est la récompense d'une vie intérieure intense et profonde. Le passé n'est qu'un sommeil. Pour un esprit attentif et sensible, tout se ranime. Et c'est cette volonté d'animer son passé, de réanimer son passé, qui va faire écrire Jean de Lavarande pour raconter tout ce qu'il a entendu dans son enfance. Autre expression de la sensibilité de notre écrivain, cette phrase « Je n'écris qu'inflammatoirement ». Comme les tissus s'enflamment pour rejeter les échardes qui nous sont entrées dans la chair. L'âme de Jean de Lavarande est comme le ciel normand, il est éminemment variable, il passe de la plus grande joie à l'abattement, à la mélancolie profonde. Et l'écriture, en fait, va le sauver. L'écriture va lui permettre de canaliser ses émotions et ce qui fait que cette œuvre est tout à fait passionnante. Né en 1887, mort en 1959, Jean de Lavarande laisse une œuvre considérable que des générations entières ont lue. Nez de cuir, Le Centaure de Dieu, Manne d'Arc, Les Manants du Roi, Pays d'Ouche, L'Homme aux gants de toile. Ce sont des héros inoubliables, fervents, tendus vers la perfection esthétique, morale ou religieuse.
Ces livres respirent l'amour, l'amour des femmes et de la terre normande, la fidélité au roi et le respect de Dieu. Ils célèbrent la tradition et la contre-révolution. Comme Balzac, Jean de La Varande a créé un monde où nobles, bourgeois et paysans vivent en harmonie. Il a ressuscité marins, cavaliers et forestiers, chouans et républicains, s'affrontant dans un combat qui, pour l'écrivain, dure encore. Sa vie est celle d'un homme de caractère, d'un monarchiste, rebelle aux modes et aux propagandes, fidèle à ses ancêtres vikings et à sa foi. Jean de La Varande était un homme, comme l'on dit en Normandie, sire de soi, c'est-à-dire le seigneur de lui-même, c'est-à-dire qu'il maîtrisait sa vie. Et nous allons pénétrer dans cette belle demeure. Merci beaucoup, et tous deux, de nous accueillir, d'accueillir TV Liberté. Je vous présente, vous êtes Laure de Breuil, née Laure de La Varande, la petite fille de Jean de La Varande, et vous, Charles-Édouard de Breuil, le seigneur des lieux, le maître des lieux. Est-ce que votre devise, c'est « Nous maintiendrons » ? Vous avez accepté cette lourde tâche? Alors, je ne suis pas le seigneur, je suis le prince consort. C'est Laure qui maintient les lieux. Et malheureusement, la devise n'est pas « Nous maintiendrons », mais celle qui est inscrite sur le ponton de l'ambassade de Hollande, mais pour l'avenir. Mais l'objectif, c'est quand même que cette maison continue à vivre éternellement, comme elle a traversé déjà 3, 4, 5 siècles. Oui, absolument, absolument. Voilà. Alors, pouvez-vous nous raconter tous ces travaux qui ont été faits ici, et qui étaient déjà, cette maison qui était déjà très belle quand Jean de La Varande s'y est installé après la guerre, seul d'abord? Alors, Jean de La Varande s'est installé en 1919 dans cette maison, et on peut dire qu'il a entrepris pratiquement par lui-même la restauration de sa maison, en faisant énormément de choses par lui-même, de la menuiserie essentiellement, de la peinture évidemment, mais des travaux lourds, et ce jusqu'à sa mort. Après, la maison a vécu sur son aura, et en 99, ma belle-mère a souhaité transmettre le bâton à ses enfants, et c'est donc Laure qui a repris. Et quand nous nous sommes installés en début 2000, on a eu cette désagréable surprise de voir que la maison, la maison était contaminée par le champignon mérule. Et nous avons entrepris des travaux assez lourds pour restaurer la maison. Mais finalement, ça nous a permis de nous l'approprier, parce que c'est une maison qui est chargée de beaucoup d'histoires, qui a une âme, et il fallait qu'on marque notre empreinte, et grâce à ces travaux, on y a mis notre signature. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ces personnages, ces grands ancêtres, ces grands tableaux, qui sont-ils? Donc, Laure épouse un Breuil, et donc on a essayé de mettre entre des tableaux de sa famille, quelques tableaux Breuil. Mais dans cette pièce précisément, nous n'avons que des membres de la famille de Laure. Et si on commence par l'ordre chronologique, on a ici François Mallard. Donc ça se passe sous Charles VIII au XVe siècle. Et son fait d'armes, c'est d'avoir accompagné son roi de France pour conquérir le royaume de Naples. Et il y a contribué, puisque le royaume de Naples est devenu la propriété du royaume de France pendant un certain temps. Ici, quelques décennies, voire siècles plus tard, vous avez Jacques Mallard, qui épouse une demoiselle de La Varande, et son fils sera le premier Mallard de La Varande. Ici, on a François Mallard, Jacques Mallard, et ici, là, donc, Léon Mallard de La Varande. Alors, Léon Mallard de La Varande fait un très beau mariage, puisqu'il épouse une demoiselle de la grande aristocratie française, et donc qui est Montmorency-Laval. Montmorency-Laval, Anne de Montmorency-Laval.
Grâce à son argent, il restaure la maison. Et ici, alors ici, il y a une anecdote assez amusante. Ça, c'est Augustin Mallard. Vous voyez, il a une tête un peu revêche. Il avait un fort caractère et son père ne savait pas quoi en faire. Et donc, il demande à son cousin Mauduit, dont vous avez le portrait dans le salon, et quand on ira dans le salon rouge, il y a une petite histoire à raconter là-dessus, demande à son oncle Mauduit si il peut en faire quelque chose. Il était grand officier de l'ordre de Malte, il l'envoie à Malte, et donc Augustin arrive à Malte, se conduit pas très bien, je crois se bat avec des hospitaliers de l'ordre de Malte, en tue un, dit-on, et il part en catastrophe, il revient en métropole et il s'enrôle dans l'armée. Et en parlant peut-être un peu trop, il se fait arrêter par la police et le général de l'armée qui l'abritait est le dernier maréchal de Broglie dont vous avez le portrait à gauche. Et dit à la police, vous ne touchez pas, c'est un de mes meilleurs hommes, il reste avec moi. Et il lui permet d'échapper à la prison. Dans les livres de grand-père, c'est le commandeur de Galard. De Galard, voilà, absolument. Avec une nouvelle magnifique. Alors on peut dire aussi, parce que ça c'est une des deux pièces qui sont classées monuments historiques, et en raison notamment des boiseries qui ont été fabriquées par des huchers normands. Les huchers, vous savez, ce sont des gens qui travaillent le bois et qui font les armoires normandes. Donc cette pièce est jolie parce que grâce aux armoires dont nous avons... grâce aux boiseries que nous avons dû traiter à cause de la mérule. Elles étaient assez touchées par la mérule. Voilà. Travail titanesque. Travail titanesque. Alors nous passons, pour passer à côté. Nous sommes dans la chambre de l'évêque. Nous sommes dans la chambre de l'évêque. C'est la deuxième pièce qui est classée, toujours en raison des boiseries, qui sont celles-là encore plus belles, puisque vous avez des motifs sculptés, qui sont les 4 arts, l'or, la musique, la chasse. Non, c'est... On a peut-être dû réviser. Le jardin et... La piscine, voilà. Il y a le caducée. Les petits pigeons qui se bécotent, c'est la chambre des amours. Qui s'aiment d'amour tendre. Voilà. Alors on dit que c'est la chambre de l'évêque parce que ici vous avez un évêque, l'évêque de Laval-Montmorency, qui est donc l'oncle de la femme, la demoiselle de Laval-Montmorency, qui épousait Léon Mallard de la Varande. Et nous avons l'extrême honneur de compter dans la famille, de l'or en tout cas, un évêque qui est non seulement un évêque martyr, mais également un saint, puisqu'il a été béatifié par Jean-Paul II et sanctifié en 2016 par le pape François. Donc nous avons un saint dans la famille. Et alors il y a une anecdote amusante à raconter, c'est que donc ce portrait, on le connaissait, il faisait partie de notre environnement, et quand nous accompagnons notre fils à la Flèche, parce qu'il avait décidé par lui-même de préparer les écoles militaires au Prytanée, qui nous accueille dans l'abbatiale de la Flèche, ce portrait, exactement le même. On se dit, mais on le connaît celui-là. Et en fait, l'évêque de Laval-Montmorency, avant d'être évêque à Québec, a été directeur du Prytanée militaire de la Flèche. C'est joli. Ça. Donc on s'est dit que notre fils était dans de bonnes mains. Bonnes mains, absolument. Voilà. Alors c'est aussi la chambre de Madame de Bonneville. Exactement. Exactement. Et donc dans le lit que vous avez là, et qui est une reconstitution faite par Jean de la Varande, a séjourné après sa mort, pendant plusieurs mois, Madame de Bonneville, morte très jeune. Dont le mari ne se consolait pas. Absolument. Et quand M. de Bonneville recevait, il demandait à ses invités de venir rendre hommage à Madame de Bonneville. Et au bout d'un certain temps, les invités disaient « Écoutez, ça sent pas très très bon, il faudrait que vous fassiez quelque chose. » C'est pas moi qui le dis, c'est Jean de la Varande dans ses romans, dans l'amour de M. de Bonneville. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce qui a le dernier maréchal de Broglie que j'ai évoqué tout à l'heure et qui a sauvé Augustin Mallard de la prison. Et son épouse. Et son épouse, oui. Voilà. Qui, dans un médaillon, a le portrait de son époux.
Ah oui. Bonne femme fidèle. Oh, c'est fantastique. Oui. Voilà. C'est le bracelet en fait. Ah oui, oui, oui. Ça fait beaucoup. Ah oui. Et elle est née Madame Crozat de Thiers, donc des grands banquiers de la monarchie. Oui, et grâce à l'argent de mademoiselle, le maréchal a restauré le château. Bien. Mais l'autre château. Alors là, nous sommes dans le Salon Rouge. Alors nous sommes en effet dans le Salon Rouge, qui est le salon où on se tient habituellement, car c'est un salon confortable. Mais cette pièce n'est pas classée. Et elle contient surtout cette œuvre qui est une œuvre peinte par Lavarande lui-même. Alors, ça, je parlais tout à l'heure de Monsieur de Mauduit, et dont le nom est en fait Louis de Fédot de Vosgien, marquis de Mauduit, grand officier de l'ordre de Malte. Et c'est lui qui a accueilli Augustin de Mallard à Malte. Et le portrait était signé d'un grand artiste, et dans les partages, il est parti ailleurs. Oui. Et donc le grand-père de l'or, Jean de Lavarande, en 8 heures, a réalisé cette copie, et dont l'original est retourné dans la famille, puisqu'il est dans l'appartement de ma belle-mère à Paris. Voilà, et la particularité par rapport à l'original, c'est que grand-père ne m'a plus empêché de rajouter un bateau en arrière-plan qui n'existe pas dans le tableau original. Merci. Merci. Alors, la salle à manger, avec ses couleurs si chaudes et cette tapisserie. Voilà, alors cette tapisserie, c'est le cadeau en fait que l'évêque de Québec a fait à sa nièce qui a épousé un Mallard de Lavarande. Et donc c'est une tapisserie qui a été roulée, que grand-père a retrouvée en fait dans le grenier et qu'il a restaurée parce qu'il faisait aussi de la tapisserie. Et comme il y a une partie qui était trop abîmée, eh bien il l'a peinte donc sur la toile, dans la partie basse de la tapisserie. Ça c'est le côté bricoleur de mon grand-père. Voilà. Et c'est lui aussi qui a fait donc les portraits, donc toujours des portraits d'ancêtres, mais qui sont peints à toute vitesse au moment des partages. Toujours. Voilà, et sinon, dans la salle à manger, dans la petite chapelle, qui était autrefois une petite chapelle fermée par des portes. Exactement. Il y a les 2 vases cloisonnés, que grand-père a acheté parce qu'il n'est pas rentré à l'Académie française. Il avait gardé de l'argent pour son costume. Et comme le costume lui a échappé ainsi que l'Académie, eh bien, il a décidé de dépenser son argent pour des choses qu'il aimait. Et il a acheté ces 2 vases. Mais il était de l'Académie Goncourt, qui je crois lui a donné beaucoup de joie. Alors, nous sommes dans la galerie. Alors cette galerie, elle a été rajoutée par Jean de Lavarande pour permettre une circulation plus agréable et plus aérée dans la maison. Autrefois, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de galerie et qu'on rendrait directement dans les pièces de réception. Je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet de ne pas rentrer directement avec les bottes dans les salons. Et il y a elle s'arrête au premier étage et donc il y a une terrasse un peu à l'italienne. Il a fait un décor un peu à l'italienne. Alors cette pièce aussi présente un intérêt parce qu'elle a 2 portraits qui sont les premiers Lavarande à venir habiter à Bonneville au Champ-Blac. Léon et sa femme, mademoiselle de la Genevray, Pauline de la Genevray, qui dans les romans, qui est d'abord la sœur de Nez de Cuir et qui dans les romans de Lavarande s'appelle mademoiselle de Tingebray. Nez de Cuir, c'est Tingebray. Roger de Tingebray. Roger de Tingebray. Et puis ces décorations de bateaux qui ont été acquises par Jean de Lavarande, absolument. Par notre Jean de Lavarande.